jeune bâtard breton, rencontre d'une façon foudroyante Judith de Saint-Mélène et tombe amoureux d'elle. Il part pour l'Amérique se battre aux côtés des insurgents. Là, il retrouve son père, qui le reconnaît solennellement avant de mourir. Il est un tournemine de la Hunaudet, dernier descendant du Gerfaut. À son retour en France, Louis XVI le nomme lieutenant en second aux gardes du corps. Au cours d'une fête à Trianon, le Gerfaut, aidé de son ami indien Pongo, grand sorcier iroquois ramené d'Amérique, démasque un complot mené par le comte de Provence, frère du roi, et la comtesse de Lamotte, en vue de perdre Marie-Antoinette et le comte Axel de Fersen. Au cours de son enquête, il retrouve Judith, la femme qu'il aime. Elle vit en compagnie d'un homme étrange, sorcier, Cagliostro, à qui Gilles sauve la vie. Mais celui-ci l'hypnotise et disparaît en emmenant Judith. À Versailles, Gilles est enlevé, drogué, aimé par la comtesse de Balby, maîtresse du comte de Provence. Un soir au palais, après la partie de loto habituelle, Louis XVI demande à Gilles de veiller sur Marie-Antoinette. Il suit la reine au bosquet de Vénus et est alors témoin d'une mystification montée contre le cardinal de Rohan par la comtesse de Lamotte. Marie-Antoinette en est le spectateur, consentant et amusé. Mais l'affaire est plus grave, et Gilles ramasse une fausse lettre signée de la reine, mais écrite par la comtesse de Lamotte pour perdre Marie-Antoinette. Il se précipite à Trianon pour prévenir la reine, qui s'évanouit avant de lui apprendre qu'elle attend un héritier. Elle chasse définitivement Madame de Lamotte. Mais celle-ci, pour se venger, tend à Gilles un traquenard. Il est grièvement blessé, recueilli par le duc de Chartres. Il délire. Sitapanoki, la belle princesse indienne, hante sa mémoire. Gilles va mourir. Cagliostro apparaît et lui sauve la vie. Judith est à son chevet, mais à son réveil, Gilles apprend qu'elle a disparu de nouveau. Quel bonheur de vous voir revivre ainsi. Je suis très honoré et très touché que ce soit pour vous un bonheur, Madame la Baronne. Oh, je vous en supplie. Oubliez un instant Madame la Baronne. Je suis Aglaé et vous êtes Gilles. Et vu les circonstances, nous sommes déjà de vieux amis. Eh bien, Madame... Aglaé. Comme vous savez bien dire mon nom. Un nom aussi charmant se prononce sans peine. Et puis vous avez tant de bonté pour moi. Je voudrais vous faire une confidence. Dites. Dans le combat que j'ai livré contre mes assassins rue de Cléry, l'homme qui m'a envoyé ce maudit coup de pistolet s'est écrié pour l'honneur de Monseigneur le duc de Chartres. Que dites-vous? Monseigneur! Je vous en supplie. Que se passe-t-il? Le chevalier ne se sent pas bien? Il vient de m'apprendre une chose épouvantable. L'homme qui a tiré sur lui rue de Cléry s'est écrié pour l'honneur de Monseigneur le duc de Chartres. C'est donc en mon nom qu'on a tenté de vous tuer. Mon honneur est en jeu. Vous ne quitterez pas cette maison avant d'être en état de reprendre votre service dans la maison du roi. D'ici là, je vais quérir le lieutenant de police qui veut vous parler. Préparez-vous à le recevoir. Je serai franc avec vous, monseigneur, et avec vous, chevalier. Nous n'avons rien trouvé jusqu'ici. Et c'est inadmissible. Et très désagréable pour la police, car si votre Altesse royale réclame toute la lumière, Sa Majesté exige des résultats dans les plus brefs délais. Le roi a eu connaissance de mon aventure? Votre ami Winklerid en a informé Sa Majesté qui s'inquiétait de ne plus vous voir à Versailles. Mais cette maison de la rue de Cléry où le piège était tendu, elle existe bien tout de même. Ah, certes, monseigneur, mais aucun exempt nommé Beausire n'y a jamais logé. Et cette femme que j'y ai vue qui ressemble à la reine? Aucune trace d'elle. Aucune trace de personne. Le local que vous avez décrit est absolument vide. Nous n'y avons pas découvert la moindre goutte de sang. Et dans la cour où ces scélérats m'ont assailli à 4 contre 1? Rien non plus. Quelques personnes du voisinage ont entendu un coup de pistolet, alors que vous dites. Et c'est tout. C'est suffisant, j'espère, pour démontrer que je suis ni un fou ni un simulateur. Bien entendu. Si j'accepte pour vérité ce que vous avancez, j'en conclus que vos agresseurs voulaient vous faire disparaître sans laisser de traces, mais votre résistance héroïque et
le secours de votre ami indien ont contraint l'assassin à faire usage d'un pistolet au risque d'éveiller tout le quartier. Quel est votre sentiment à vous, chevalier? À moi? Mais je n'en ai pas, monsieur le lieutenant de police. Je veux bien ajouter foi à vos assertions, mais enfin, vous avez aussi des soupçons, c'est inévitable. Aucun. Cet homme masqué qui a crié pour l'honneur de Monseigneur le duc de Chartres, vous n'aviez jamais entendu sa voix. En tout cas, je ne puis affirmer qu'elle appartienne à telle personne ou telle autre. Laissez-moi le soin d'en juger, je vous en prie. Aucun code d'honneur ne vous oblige à taire le nom de gens qui en veulent à votre vie. Monsieur, je n'ai aucune preuve contre quiconque. Je me refuse à compromettre par légèreté des innocents. À votre aise. Après tout, c'est votre existence qui est menacée. Je vous conseille cependant de réfléchir. Je dois prendre congé, monseigneur. Chevalier. Dites-moi, le noir. Vous qui savez presque tout. Est-il vrai que le comte de Cagliostro vienne s'installer à Paris? Ah, tout à fait vrai, monseigneur. On dit que c'est le cardinal de Rohan qui l'a convaincu. Son éminence a loué l'hôtel d'Orvilliers, rue Saint-Claude, pour son protégé. Et que pensez-vous des bruits qui courent sur lui, qu'il fabrique de l'or, des pierres précieuses, qu'il guérit toutes les maladies? Ma foi, depuis que l'immortel comte de Saint-Germain a disparu sans laisser d'adresse, il lui fallait bien un successeur. À Paris, un charlatan chasse l'autre. Que deviendraient nos belles dames s'il ne se trouvait plus personne pour leur vendre l'élixir de jeunesse? Vous êtes un sage, mon ami. À bientôt. J'admire votre discrétion, chevalier. Est-ce parce que j'étais là que vous avez refusé d'accuser personne? Non, monseigneur. Je n'ai rien dit parce que je ne suis pas homme à laisser la police régler mes affaires à ma place. Vous êtes un curieux personnage. Surtout lorsque votre Indien vous accompagne. Il me plaît énormément. Vous devriez me le vendre, il aura un succès énorme dans mon antichambre. Monseigneur, on ne vend ni ses frères ni ses amis. C'est une affaire de prix, faites le vôtre. Lafayette vient de rentrer d'Amérique avec un Indien superbe, il a un succès fou, j'aimerais le battre, au moins sur ce terrain. Je suis désolé, monseigneur. Pongo est un homme libre. Il n'appartient qu'à lui-même. Tant pis pour moi. Décidément, vous me plaisez, chevalier. Vous laisserez un grand vide quand vous nous quitterez. Ce jeune Ferronnet est fou. Pour payer sa dette, il me donne son château et son domaine de Haute-Lande en Bretagne. Cœur sur la main. Oh, mais le très bien, ce petit breton. Oui, si bien même que je refuse. Je ne vais pas dépouiller un gentilhomme de tous ses biens sous prétexte d'une vulgaire tête de jeu. Oh, tu manques une affaire en or, alors. Et là, sur le Richelieu, je ne suis pas un homme d'affaires. C'est donc décidé, Gilles, vous nous quittez? Il le faut, Aglaé. Le roi me rappelle. Nous ne nous verrons plus. Comment? Vous allez me refuser votre porte sous prétexte que je ne suis plus votre malade. Votre cœur aura bien d'autres soucis. Dans peu de jours, vous ne vous souviendrez plus ni de moi, ni de ma maison. Je n'oublie jamais mes amis. Et vous êtes pour moi plus qu'une amie. Je sais. Je suis une sœur, n'est-ce pas? Mais non. Mais si. Et après tout, c'est peut-être bien ainsi. Et si votre sœur pouvait vous rendre un nouveau service, ce serait un réel bonheur pour elle. Mais n'en profitez pas pour vous faire assassiner encore un coup. Mais qu'avez-vous? Je ne sais pas. Peut-être l'impression que nous vivons nos derniers beaux jours. La reine a mis au monde un fils et personne à Paris ne s'en est réjoui. Par contre, quand elle a racheté le château de Saint-Cloud au père de Monseigneur, quel déchaînement de cris, de haine, de sarcasme. Faut-il vraiment que le royaume se déchire et que chaque morceau se fasse la guerre? Vous servez le roi, le duc est contre lui. Et les humiliations qu'il subit chaque jour à Versailles en font un loup enragé. Un jour viendra où vous vous affronterez. Et vous verrez alors en moi une ennemie. Jamais. Quoi qu'il advienne. Vous resterez toujours ma plus chère amie. En êtes-vous certain? Sur mon honneur, je vous le jure.
Dieu veuille que je n'ai jamais à vous rappeler ce serment. On me dit que vous partez, chevalier? Oui, monseigneur. En emportant avec moi tout le souvenir de vos bienfaits. Et en espérant vivre assez longtemps pour vous prouver toute ma gratitude. Oubliez cela. Vivez 100 ans si vous le voulez, mais seulement pour nous garder votre amitié. Vous laisserez derrière vous bien des cœurs mélancoliques. N'est-ce pas, ma chère? Certes, mon ami. Eh bien, allez, chère Tournemine. Et souvenez-vous que cette maison est la vôtre, quoi qu'il advienne. Je vous promets de m'en souvenir. Dites-moi, ma belle amie, vous à qui ce garçon a dit tellement de confidences, vous a-t-il raconté comment ça se passait avec sa princesse Peau-Rouge? Vous êtes incorrigible. Est-ce bien vous, monsieur de Tournemine? Mais oui, monseigneur. Mais c'est qu'on vous donnait pour mourant la dernière fois qu'on m'a parlé de vous. Nous autres Bretons avons la vie rude. Et le Gerfaut, tel le phénix, renaît toujours de ses cendres. Tournemine et Rohan sont de même ancienneté en Bretagne. Oui, monseigneur, mais la gloire des Rohan a toujours surpassé celle de Tournemine. N'importe. Vos ancêtres et les miens ont maintes fois combattu côte à côte. Comment s'appelle donc ce terrible Suisse qui a pris mon hôtel d'assaut voici quelque temps et qui se disait votre ami? Le baron Ulrich August von Winklerid zu Winklerid. Un ami exceptionnel, en effet. Le baron a-t-il informé votre éminence des circonstances dans lesquelles j'avais été endommagé? Je dois vous dire que je ne l'ai pas cru. La comtesse de Lamotte est incapable d'une action si monstrueuse. C'est une femme. La plus dangereuse de toutes, monseigneur. Sur la mémoire des Tournemine, loyaux serviteurs des Rohan, je supplie votre Altesse de se méfier de Madame de Lamotte. Cagliostro vient aussi de me mettre en garde contre elle, mais je ne puis vous écouter, ni lui, ni vous. Cette femme a fait pour moi des merveilles. Bientôt, grâce à elle, le destin m'élèvera à une place si haute qu'il me faudra des gens de qualité pour m'entourer. À bientôt donc, monsieur de Tournemine. Eh bien, chevalier, je vous attends. Vous m'attendiez? Vous m'avez donc vu entrer dans cet hôtel? Je n'ai pas eu besoin de vous voir. Depuis des mois, je connais chacune de vos actions. Je savais donc que vous viendriez aujourd'hui. Vous avez donc un espion attaché à ma personne? Vous me sous-estimez, chevalier. L'espionnage subalterne n'est pas du tout mon fait. Il y a 24 heures, vous avez quitté l'ermitage de Bagnolet en faisant de tendres adieux à la maîtresse du futur duc d'Orléans. Auparavant, votre ami le baron von Winklerid vous avez remis une lettre de monsieur de Ferronnet, vous faisant seul propriétaire du château et du domaine de Haute-Lande en Bretagne. Faut-il poursuivre? Inutile. C'est... de la clairvoyance, tout simplement. Vous savez donc aussi ce qui m'amène chez vous? Vous êtes venu ici dans l'espoir de rencontrer un homme dont vous ne savez pas s'il est votre ami ou votre ennemi. Ne l'êtes-vous pas? En aucune façon. Vous savez cependant combien j'aime mademoiselle de Saint-Mélène et vous voulez prétendre et me faire croire que cet amour peut causer sa perte. Je ne veux pas vous le faire croire pour l'excellente raison que vous ne me croirez jamais. Vous êtes un homme comme on en voit peu, chevalier. Mais la route que vous suivez est trop périlleuse pour y entraîner une femme à votre suite. Que savez-vous de mon destin? Presque tout. Et cela vous autorise à éloigner Judith de moi? Oui, car elle n'a que faire de la gloire et de l'aventure. Vous ne tuerez jamais en elle le souvenir du supplice épouvantable qu'elle a subi. Elle aurait perdu la raison si je ne l'avais pas soignée. L'équilibre où je la maintiens est fragile. À votre contact, elle se briserait. Mais pourquoi, enfin? Est-ce que je suis un fou dangereux, moi-même? Vous êtes l'ennemi d'un prince puissant. Le propre frère du roi, qui, s'il ne peut vous atteindre, cherchera à vous abattre à travers celle que vous aimez. J'y réfléchis. Rendez-moi Judith.
Nous partirons pour un pays où les hommes sont libres, où monsieur le comte de Provence ne pourra nous atteindre, l'Amérique. Vous parlez sans cesse de votre amour pour elle. Êtes-vous bien sûr du sien? Il peut l'être. Oui, je t'aime. Je ne voulais pas que je te voie aujourd'hui. Mais rien n'aurait pu me l'interdire, pas même lui. Oh, tu es vivant, Gilles. Tu es vivant et je t'aime. Ne crains rien. Nous voilà réunis, nous allons partir. Mais lui ne veut pas que je parte. Ni surtout que je t'appartienne, ni à toi, ni à personne. Êtes-vous Dieu, monsieur, pour permettre ou interdire l'amour? À moins que vous le permettiez seulement quand c'est vous qui en êtes l'objet. Car c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Imbécile. Judith, venez ici. Ne bouge pas. Laissez-la tranquille. C'est vous que je veux convaincre, chevalier. Pour cela, il faut que vous soyez témoin. Judith, venez. Me voici. Judith! Elle ne vous entend pas. Mais vous, sourd que vous êtes à la voix de la puissance divine, vous allez mesurer l'étendue de votre aveuglement. Sourd et aveugle, oui. Autant que ce beau cardinal que vous avez vu tout à l'heure dans mon antichambre. Voulez-vous savoir ce qu'il fait à cette minute précise? Mon enfant, écoutez-moi. Je vous écoute. Un prêtre, un cardinal, a quitté tout à l'heure cette maison. Où est-il? Ce carrosse vient de s'arrêter dans la cour d'un hôtel illuminé. Il en descend et pénètre dans l'hôtel. Où est-il à présent? Dans une grande chambre. Que fait-il? Il écrit une lettre à une femme. Qui est cette femme? Elle occupe entièrement ses pensées. C'est la reine. D'après tout ce que j'ai entendu dire de l'homme extraordinaire dont tu me parles, je ne peux le considérer que comme un étranger. La comtesse m'a fait beaucoup rire en me racontant la dernière scène. Si je l'en crois, il faut être bien innocent pour croire les mystères de ce grand homme qui te regarde ainsi que la comtesse comme deux innocents et vous traite comme deux dupes. Le bon Louis me quitte le moins qu'il peut. Je n'ai pas affaire à un étranger, à un Égyptien, comme ton Cagliostro qui prédit l'avenir et devine le passé. Il n'a pas le talisman qui fait parler le bijou. Ainsi, je ne crains rien. Je suis tranquille. Je ne crains pas l'indiscrétion du mien. Très bien. Reposez-vous, mon enfant. Eh bien, qu'en dites-vous? C'est effrayant. C'est un effet particulier de la nature. Cet enfant est une voyante au plus haut degré, mais ce don ne peut subsister que dans un corps vierge. Cette lettre incroyable, ce n'est pas la reine qui l'a écrite. Mon enfant, écoutez-moi. Je vous écoute. Examinez bien l'écriture de la lettre que le cardinal tient entre les mains. Est-ce l'écriture de la reine? Non! Non, ce n'est pas l'écriture d'une femme. C'est donc un homme qui a écrit la lettre. Oui. Le voyez-vous? Cherchez-le. Je le vois! C'est un homme au teint pâle. Les cheveux roux. Habillé comme un Anglais. Réto de Villette!
Judith. Venez. Eh bien, êtes-vous convaincu? En la soumettant de pareilles épreuves, vous allez la tuer. Cessez donc de me montrer continuellement comme un criminel, chevalier. Est-ce que la reine et sa clique se tuent en jouant les pièces de monsieur de Beaumarchais à Trianon? Judith ne court aucun danger avec moi. Bien moins qu'avec vous, en tout cas. Ne voulez-vous pas plutôt que nous examinions ce qu'elle vient de dire? Qui vient faire Otto de Villette dans cette histoire? C'est lui qui a voulu m'assassiner, j'en suis sûr. Il est l'amant de la comtesse de Lamotte. La comtesse a un faible pour vous, aussi il vous est. De plus, vous l'avez perdu dans l'estime de la reine. Vous devez donc disparaître. À quoi est-il fait allusion en cette lettre à propos de talismans et de bijoux? Le bon Louis, c'est-à-dire le roi, n'a pas le talisman qui fait parler les bijoux. Aussi, je ne crains pas l'indiscrétion du mien. C'est une phrase double. Le premier sens est une allusion à un ouvrage licencieux intitulé Les bijoux indiscrets. Œuvre anonyme dont chacun connaît l'auteur, Diderot. Il y est fait allusion à une charmante partie du corps féminin intitulée le bijou, auquel certain talisman peut donner la parole. Ces révélations sont des plus réjouissantes, sans doute, mais, dans ce cas précis, affreusement insultantes pour la reine. Et le second sens? Il s'agit d'un bijou bien réel et fort coûteux. Quoi, ce satané collier de diamants? Beaumère et Bassange ont enfin vendu l'objet qui faisait leur orgueil et leur désespoir. À la reine? C'est ce qu'ils croient. Mais Sa Majesté n'a pas acheté le bijou. Alors le roi? Non. Le cardinal de Rohan. Mais la reine exècre le cardinal. J'en ai eu moi-même la preuve un soir à Versailles. Ce que vous avez vu au bosquet de Vénus est une fausse reine, présentée au cardinal par la comtesse de Lamotte. Sa ressemblance avec la reine est suffisante pour abuser le malheureux cardinal. Aussi, depuis, se croit-il le plus tendre ami de Marie-Antoinette. Mieux, il se voit déjà, grâce à elle, Premier ministre. Mais c'est ridicule. L'amour a deux visages, mon cher. Le premier est sublime, le second, grotesque. Si vous n'en êtes pas convaincu, il faut aller plus souvent au théâtre. La reine a été abusée au début, mais à présent elle sait à quoi s'en tenir. C'est donc une affaire entre le cardinal et Madame de Lamotte? Vous vous trompez. La reine ignore tout de cette affaire. Le frère du roi a juré la perte de Marie-Antoinette. La comtesse de Lamotte est aux ordres du comte de Provence. Elle a donc soufflé au cardinal que la reine était au désespoir de ne pouvoir s'offrir certains colliers dont elle rêve nuit et jour. Rohan a vu là l'occasion unique de montrer la force de sa passion tout en étalant la puissance de sa fortune. Et il a acheté le collier? Il a payé 100 000 livres le 24 janvier. Le reste, payable de 6 mois en 6 mois. Et le 1er février, un valet de chambre de la reine, chez la comtesse de Lamotte, a pris livraison du collier des propres mains du cardinal. Ce valet de chambre n'était autre que Rétaux de Villette. Et qu'a-t-il fait du collier? Il n'y a plus de collier. Pardon? Le chef-d'œuvre de Beaumère et Bassange a été démonté et vendu, diamant par diamant, en France et en Angleterre. Vous saviez tout cela. Et vous ne vous êtes pas précipité chez le lieutenant de police, chez le cardinal, chez la reine. À quoi une dénonciation servirait-elle? Je ne tiens pas à me retrouver à la Bastille ou à Charenton. Le mal est fait, le collier n'existe plus. Le cardinal est resté sourd à mes avertissements. Il n'a fait qu'en rire, perdu dans ses rêves insensés et fou. Il est fou, soit. Mais le roi, lui, ne l'est pas. Dès demain, je lui apprendrai la vérité. Chevalier, vous aimez le roi?
Je lui ai juré de le servir jusqu'à la fin de ma vie. Alors allez donc lui dire que son grand aumônier se croit l'amant de sa femme, qu'il s'est permis d'acheter pour elle certains colliers, commandés autrefois par Louis XV pour une catin. Mieux, pendant que vous y serez, n'omettez pas de lui dire que son frère est dans le coup, que c'est un vaste complot, que le comte de Provence trame contre sa couronne, son honneur et même sa vie. Et le roi, un jour ou l'autre, apprendra la vérité. Vous êtes jeune, chevalier. La fortune des Rohan est immense. Le cardinal paiera Beaumère et Bassange et l'incident sera clos. Et la reine? Vous pensez qu'elle ignorera tout jusqu'à la fin? Qui lui apprendra la vérité? Si le scandale éclate, il sera énorme. Et le trône de France s'en trouvera balayé durablement. La seule chance de l'éviter est le silence. Et pourquoi m'avez-vous raconté tout cela, si vous craignez tant que je parle? Ce royaume est condamné, mon ami. Une effroyable tempête va se lever qui emportera tout. Ce cataclysme a un nom, que vous êtes vous-même allé chercher sur l'autre rive de l'Atlantique. Liberté. Préparez-vous donc à quitter le vieux monde pour retrouver le nouveau. Et quand vos affaires seront en ordre, revenez me voir. Et je remettrai moi-même Judith de Saint-Mélène dans vos bras. J'en fais le serment. Je m'en souviendrai. Vous partez? C'est ce qui s'appelle sauver les meubles, je pense. Ou faut-il dire plutôt vider les lieux? Qu'est-ce que vous voulez? J'aurais voulu voir la comtesse de la Motte. Et le comte, éventuellement. Ils sont partis. Définitivement? J'en sais rien. Et où sont-ils allés? Ils ne me l'ont pas dit. Ainsi, le chariot qui emporte le mobilier ne sait pas où il va. De toute façon, ce n'est pas votre affaire. Écoute-moi, canaille. Je sais que c'est toi qui as voulu m'assassiner il y a un mois, rue de Cléry. J'ai pas dénoncé à la police, j'ai eu tort. Mais je me suis juré de me venger. J'ai bien envie de tenir mon serment. Gilles. Si la justice oublie de se charger de toi, compte sur moi pour m'en souvenir à sa place. Rentrez un peu le ventre, là. Hein? Et puis tenez-vous droit. On dirait des Appenzell tout mou. Hein? Soyez des hommes. Voilà, tiens, lui, il est bien, là. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Oh, quelle mine. Toi, t'as trop bu et pas assez dormi. Je n'ai pas bu et pas dormi du tout. Enfin, j'ai pris ma décision. Ah, laquelle? Je vais avertir le roi. De quoi? Écoute, Loïc Auguste, c'est un secret d'État. Tu n'en souffleras à moi personne, je veux ta parole. Oh, tu l'as? La reine est victime d'une machination effroyable. On a acheté en son nom chez Beaumère et Bassange le collier. Elle n'en sait rien. C'est un vol auquel le cardinal de Rohan est mêlé. Par bêtise, pure et simple, faut bien le dire. Bon Hervéter, qu'est-ce que tu me racontes là? Ce que je veux raconter au roi. Et tu m'introduis auprès de lui. Oui, mais pas avant ce soir. Quand il rentrera de la chasse. S'il décide de rentrer. Il est à la chasse. Bah, pour plus ni moins que d'habitude. Hein. Merci, à bientôt. Mais où vas-tu donc?
Madame, il faut absolument que je parle à la reine. Il s'agit d'une affaire de la plus extrême gravité. Hélas, monsieur, la reine n'est pas à Trianon aujourd'hui. Seigneur. Elle est au château de Saint-Cloud que Sa Majesté a acheté pour elle au duc d'Orléans. Il y a, paraît-il, de grands aménagements en perspective et de grandes dépenses. Bien sûr, ma chère Madame Campan, mais sera-t-elle de retour ce soir? La chevalier, je ne le crois pas. Elle emmenait avec elle tous ses amis pour la conseiller. Sur le chapitre des économies, sans doute. Bien, je vous remercie, Madame Campan. Et vous pouvez excuser ma visite. Oh, mais voyons, chevalier, vous êtes toujours le bienvenu. La reine ne compte pas tant d'amis véritables. T'as encore plus mauvaise mine que tout à l'heure. La reine non plus n'est pas chez elle. Elle est à Saint-Cloud avec toute sa bande. Quand tu voulais prévenir la reine? Ah, tu m'aurais demandé mon avis, je te l'aurais déconseillé. Pourquoi? Mais parce qu'à mon opinion, c'est une femme qui n'écoute personne et qui fait trop de vacarme pour des peccadilles. Non, vaut mieux prévenir Fersen. Fersen, je cherche partout. À Paris, on me dit qu'il est à Versailles. À Versailles, on me dit qu'il est à Stockholm. Oh, mais j'y pense. Et le cardinal de Rohan? C'est une idée, ça. Jusqu'à maintenant, il a voulu croire ni Cagliostro ni moi, mais si je lui raconte ce qui s'est passé et dans quel pétrin il s'est mis par son incroyable bêtise. Tu vas peut-être pas lui dire ça. Hein. Moi aussi, j'osais. Mais non. Après tout, je lui veux du bien. Il est breton. Bah, tu le verras lundi. Lundi? Oui, c'est lui qui fait l'office du 15 août à la chapelle royale. À la fin de la messe, t'auras qu'à le tirer par son surplis et lui vider ta besace. Lundi? Mais ça fait que 3 jours. C'est à peine le temps qu'il faut parler de Genève à Lausanne et on se pressant. Tu as raison. Attendons lundi. Tu viens boire? Ah, allons-y. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? On m'attend. Et on est sage. Bien. Il me semble que tu connais tout le gratin. Oh, à force. Hein. Le vieux beau, là. C'est monsieur le ministre des Finances, Calonne. Celui-là, il parle comme un livre. Il ferme pas aussi bien. À côté, c'est Vergennes, le ministre des Affaires étrangères. Et un peu plus loin, là-bas, c'est Miroménil, le garde des Sceaux, avec le baron de Breteuil, secrétaire d'État au cabinet du roi. À Breteuil, c'est lui. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas encore habillée pour la messe. Elle n'a pas l'air de bonne humeur. Hein? Si tu veux mon avis, elle a présenté la note des dépenses de Saint-Cloud au roi, il l'a reçue de travers. Allons, il est incapable de lui dire non. Mais on le saura vite. Si elle ressort avec le sourire, c'est qu'il aura fini par dire amen. Ils sont pas prêts d'aller à la messe. Puis nous non plus. Oh, là, ton compatriote. Messieurs, nous sommes ruinés! Ruinés! Absolument, ruinés! Rendez-vous compte, c'est une grande bijouterie. Rendez-vous ruinés! La gloire du royaume! Ruinés! Le collier! Ne nous l'a pas payé! Ruinés, absolument! Par ordre du roi, arrêtez monsieur le cardinal de Rohan.
Obéissez. Assurez-vous du cardinal et conduisez-le à son appartement. Messieurs, entourez monsieur le cardinal. Portez immédiatement ce billet à l'abbé Georgel. Laissez passer monsieur l'abbé. Monsieur de Tournemine. Seigneur. Votre aide, je vous prie. Puis-je me fier à votre honneur? Bien sûr, monseigneur. Pour tout ce qui n'est pas contraire à ma fidélité au roi. Alors cela va sans dire. Me ferez-vous l'aumône d'un service? De tout cœur. Cette bourse contient une lettre et un portrait. Brûlez la lettre, mais gardez le portrait. Vous me le rendrez quand je serai libéré. Ce qui ne saurait tarder. Car Sa Majesté s'apercevra vite que l'on m'accuse faussement. Si, par un hasard auquel je ne puis croire, il m'arrivait malheur, gardez ce portrait. Témoignage de mon amitié. Que votre éminence garde confiance. Je suis sûr que je lui rendrai bientôt ce portrait. Merci, chevalier. Savez-vous de quoi je suis accusé? D'avoir volé un collier de diamants que la reine en personne m'avait chargé d'acheter pour elle. Monseigneur, celle qui l'a volé, c'est la comtesse de la Motte Valois. Pensez-vous vraiment ce que vous dites? Sur mon honneur, oui, monseigneur. Le comte de Cagliostro ne vous a-t-il pas mis au courant? Cagliostro. Que n'ai-je écouté ses avis? Avec votre permission, monseigneur, il nous faut quitter le palais. Où me conduisez-vous? À la Bastille. Très bien. Adieu, monsieur de Tournemine. Je vous suis, monsieur.
Il fait bon chaud ce soir, hein? Moins chaud cependant que ce matin au palais. Hein? Allons, chevalier, ne vous faites pas un tel mauvais sang. Évidemment, c'est un peu triste pour ce pauvre cardinal. Quand je dis pauvre, si tous les malheureux étaient aussi pauvres que lui, la misère deviendrait une denrée aussi rare que la noix muscade. Et pour tout vous dire, je n'ai jamais beaucoup aimé votre cardinal. Quand on est bel homme et porté sur les femmes, on ne se fait pas d'église, non? Et puis, s'il fallait punir le vrai coupable en cette histoire, hein, ça n'est pas le Rohan qui devrait coucher ce soir à la Bastille, mais la Marie-Antoinette. Un mot de plus sur la reine et je quitte cette maison pour toujours. Oh non, chevalier, mais je disais ça pour parler. Vous avez raison, je parle toujours trop. Non, c'est moi. Je n'aurais pas dû m'emporter. Je vous en prie, parlons d'autre chose. C'est une de vos parentes? C'est ma fiancée. Ah, un compliment. C'est récent? C'est Judith. C'est Judith? Oui. Oh. Je crois que la première chose à faire, c'est d'aller causer ailleurs. Allez, viens. Oui, il faut qu'elle dorme. Oh, pauvre petite. Nous allons bien vous la soigner, votre Judith. Gagné! Alléluia! Oh, c'est pas possible. Mais c'est la 7e fois! Pongo, beaucoup de chance et frère très grand, trop nerveux. Moi, je suis nerveux. Ah, ça, c'est la meilleure. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu entends? Il dit, frère Pongo dit que je suis nerveux. Allez, non, là, ça, c'est un homme nerveux. Mais moi, alors, pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Voilà, tiens, 6. Hein? 7! Oh, c'est diabolique. Cet homme est diabolique. Moi, je ne joue plus. Hein. Alors, toi, payé illico. Ben voilà. Ah, je me demande bien ce qu'il fait de tout l'argent qu'il me gagne. Hein. Ce que je me demande, moi, c'est combien de temps va durer l'effet de ta drogue? Gerfo n'attendra plus longtemps, voilà fleur de feu. Allez, n'essayez pas de faire la vaillante. Hein. Venez vous reposer sur cette méridienne. N'est-ce pas, Gilles? C'est joli, ça. Fleur de feu. Ah oui, c'est joli. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais par hasard trouvé aussi un surnom pour cette délicieuse mademoiselle Marjan? Dans le cœur de Pongo, c'est la chouette au cœur généreux et à la langue pointue. Oui. Mais ben alors ça, tu vois, vaut mieux pas qu'elle l'apprenne, hein? Tu te sens mieux? Je ne me sens pas encore très vaillante. Mais je suis bien ici. Vous me soignez avec tant de bonté alors que vous ne me connaissez même pas? Il vous aime, puis vous êtes charmante. Et j'ai tellement rêvé d'avoir une fille. Ah! Je vous reconnais. C'est à vos pieds que je suis tombée en arrivant ici, n'est-ce pas? La fleur de feu tombait des étoiles. Et moi, je me nomme Ulrich Herzogus Friedrich von Winkerid zu Winkerid. C'est mon meilleur ami, avec Pongo. Ami Gerfo, ami Pongo. Cœur, amis, battent ensemble comme tam-tam devant totem. Oh, ces Indiens, comme ils savent parler aux dames. Hein. Vous devriez prendre des leçons, baron. Oui. Je commence à croire aussi que j'ai beaucoup de choses à apprendre de Pongo. Mais que ferais-je pour vous être agréable, mademoiselle Marguerite? Tenez, buvez cela, ça vous fera du bien. Merci. À présent, te sens-tu assez forte pour nous raconter ce qui t'est arrivé? Oui, je crois. Alors voilà, c'était hier matin, un peu avant 7 heures. Je venais de me mettre à l'étude des plantes dans le cabinet de Monsieur Cagliostro. Et alors... Ouvrez! Au nom du roi, ouvrez! Voilà la police. Ne restez pas ici, mon enfant. Où dois-je aller? Dans mon cabinet secret. N'en sortez sous aucun prétexte. Je ne veux pas que vous tombiez entre les mains de ces gens-là. Et vous? Ne vous inquiétez pas.
Vous êtes le sieur Cagliostro? Je suis le comte Alexandre de Cagliostro. C'est la même chose. Au nom du roi, je vous arrête. Qu'ai-je fait qui puisse déplaire à Sa Majesté? Pourquoi m'arrêtez-vous? Vous avez été dénoncé comme complice du cardinal de Rohan dans le vol du collier des joailliers de la couronne, messieurs Baumer et Bassange. Quelle stupidité! Dénoncé par qui, s'il vous plaît? Par une certaine Madame de la Motte-Valois que l'on a arrêtée à Bar-sur-Aube et conduite à la Bastille. Elle vous accuse formellement d'avoir aidé le cardinal à subtiliser le collier. Vous êtes le lieutenant de police Lenoir, n'est-ce pas? J'ai ce redoutable honneur. Vous êtes donc un homme intelligent. Comment pouvez-vous admettre qu'un Rohan, grand aumônier de France, se soit rendu coupable d'un vol crapuleux et qu'il ait pu pour cela avoir des complices? Je crois en effet posséder quelque intelligence, mais quand je suis dans l'exercice de mes fonctions, je ne juge pas, je n'admets rien. On me dit d'arrêter, j'arrête. Où est votre femme? Dans son lit. À cette heure-ci, elle dort, je suppose. Vous devez l'arrêter, elle aussi. On ne peut rien vous cacher. Disposez-vous à me suivre, je vais la faire chercher. Poverina Séraphine. Pauvre Séraphine. Je me demande bien quelle accusation on peut retenir contre elle. C'est pas mon affaire. De toute façon, elle ne pourrait rester ici. Nous allons poser les scellés et laisser une garde devant la porte. Bien faite. Mais en vérité, cette Lamotte est bien la créature la plus dangereuse qu'il m'ait été donné de rencontrer au cours de mon existence. Vous en expliquerez avec elle dans les confrontations. Cela vous fera un sujet de conversation. Allez, vous autres. Emmenez monsieur le comte vers ses nouveaux appartements. Je reviendrai, Lenoir. Tiens. Les toits? Vous êtes passé par les toits? Mon Dieu, je n'aurais jamais osé. Je crois que je serais morte de peur. Oui, mais moi, j'ai été élevée comme une petite sauvage. Je courais sur les rochers, je me baignais dans les rivières. Au moins, on a même tiré de force certains jours. Tu peux dire tout ce que tu voudras, je ne le regretterai jamais. Pas plus que la gifle que j'ai récoltée.
Aucun. Cet homme masqué qui a crié pour l'honneur de Monseigneur le duc de Chartres? Vous n'aviez jamais entendu sa voix? En tout cas, je ne puis affirmer qu'elle appartienne à telle personne ou telle autre. Laissez-moi le soin d'en juger, je vous en prie. Aucun code d'honneur ne vous oblige à taire le nom de gens qui en veulent à votre vie. Monsieur, je n'ai aucune preuve contre quiconque. Je me refuse à compromettre par légèreté des innocents. À votre aise. Après tout, c'est votre existence qui est menacée. Je vous conseille cependant de réfléchir. Je dois prendre congé, monseigneur. Chevalier. Dites-moi, le noir. Vous qui savez presque tout. Est-il vrai que le comte de Cagliostro vienne s'installer à Paris? Ah, tout à fait vrai, monseigneur. On dit que c'est le cardinal de Rohan qui l'a convaincu. Son éminence a loué l'hôtel d'Orvilliers, rue Saint-Claude, pour son protégé. Et que pensez-vous des bruits qui courent sur lui, qu'il fabrique de l'or, des pierres précieuses, qu'il guérit toutes les maladies? Ma foi, depuis que l'immortel comte de Saint-Germain a disparu sans laisser d'adresse, il lui fallait bien un successeur. À Paris, un charlatan chasse l'autre. Que deviendraient nos belles dames s'il ne se trouvait plus personne pour leur vendre l'élixir de jeunesse? Vous êtes un sage, mon ami. À bientôt. J'admire votre discrétion, chevalier. Est-ce parce que j'étais là que vous avez refusé d'accuser personne? Non, monseigneur. Je n'ai rien dit parce que je ne suis pas homme à laisser la police régler mes affaires à ma place. Vous êtes un curieux personnage. Surtout lorsque votre Indien vous accompagne. Il me plaît énormément. Vous devriez me le vendre, il aura un succès énorme dans mon antichambre. Monseigneur, on ne vend ni ses frères ni ses amis. C'est une affaire de prix, faites le vôtre. Lafayette vient de rentrer d'Amérique avec un Indien superbe, il a un succès fou, j'aimerais le battre, au moins sur ce terrain. Je suis désolé, monseigneur. Pongo est un homme libre. Il n'appartient qu'à lui-même. Tant pis pour moi. Décidément, vous me plaisez, chevalier. Vous laisserez un grand vide quand vous nous quitterez. Ce jeune Ferronnet est fou. Pour payer sa dette, il me donne son château et son domaine de Haute-Lande en Bretagne. Cœur sur la main. Oh, mais le très bien, ce petit breton. Oui, si bien même que je refuse. Je ne vais pas dépouiller un gentilhomme de tous ses biens sous prétexte d'une vulgaire tête de jeu. Oh, tu manques une affaire en or, alors. Hélas, sur le Richelieu, je ne suis pas un homme d'affaires. C'est donc décidé, Gilles, vous nous quittez? Il le faut, Aglaé. Le roi me rappelle. Nous ne nous verrons plus. Comment? Vous allez me refuser votre porte sous prétexte que... Ah, quel bonheur de vous voir revivre ainsi. Je suis très honoré et très touché que ce soit pour vous un bonheur, Madame la Baronne. Oh, je vous en supplie. Oubliez un instant Madame la Baronne. Je suis Aglaé, et vous êtes Gilles. Et vu les circonstances, nous sommes déjà de vieux amis. Eh bien, Madame... Aglaé. Comme vous savez bien dire mon nom. Un nom aussi charmant se prononce sans peine. Et puis, vous avez tant de bonté pour moi. Je voudrais vous faire une confidence. Dites. Dans le combat que j'ai livré contre mes assassins rue de Cléry, l'homme qui m'a envoyé ce maudit coup de pistolet s'est écrié pour l'honneur de Monseigneur le duc de Chartres. Que dites-vous? Monseigneur! Je vous en supplie. Que se passe-t-il? Le chevalier ne se sent pas bien? Il vient de m'apprendre une chose épouvantable. L'homme qui a tiré sur lui rue de Cléry s'est écrié pour l'honneur de Monseigneur le duc de Chartres. C'est donc en mon nom qu'on a tenté de vous tuer. Mon honneur est en jeu. Vous ne quitterez pas cette maison avant d'être en état de reprendre votre service dans la maison du roi. D'ici là, je vais quérir le lieutenant de police qui veut vous parler. Préparez-vous à le recevoir. Je serai franc avec vous, monseigneur, et avec vous, chevalier. Nous n'avons rien trouvé jusqu'ici. Et c'est inadmissible.
Et très désagréable pour la police, car si Votre Altesse Royale réclame toute la lumière, Sa Majesté exige des résultats dans les plus brefs délais. Le roi a eu connaissance de mon aventure? Votre ami Winklerid en a informé Sa Majesté qui s'inquiétait de ne plus vous voir à Versailles. Mais cette maison de la rue de Cléry où le piège était tendu, elle existe bien tout de même. Ah, certes, monseigneur, mais aucun exempt nommé Beausire n'y a jamais logé. Et cette femme que j'y ai vue qui ressemble à la reine? Aucune trace d'elle. Aucune trace de personne. Le local que vous avez décrit est absolument vide. Nous n'y avons pas découvert la moindre goutte de sang. Et dans la cour, où ces scélérats m'ont assailli à 4 contre 1? Rien non plus. Quelques personnes du voisinage ont entendu un coup de pistolet, alors que vous dites. Et c'est tout. C'est suffisant, j'espère, pour démontrer que je suis ni un fou ni un simulateur. Bien entendu. Si j'accepte pour vérité ce que vous avancez, j'en conclus que vos agresseurs voulaient vous faire disparaître sans laisser de traces, mais votre résistance héroïque et le secours de votre ami indien ont contraint l'assassin à faire usage d'un pistolet au risque d'éveiller tout le quartier. Quel est votre sentiment à vous, chevalier? À moi? Mais je n'en ai pas, monsieur le lieutenant de police. Je veux bien ajouter foi à vos assertions, mais enfin, vous avez aussi des soupçons, c'est inévitable. Je ne suis plus votre malade. Votre cœur aura bien d'autres soucis. Dans peu de jours, vous ne vous souviendrez plus ni de moi, ni de ma maison. Je n'oublie jamais mes amis. Et vous êtes pour moi plus qu'une amie. Je sais. Je suis une sœur, n'est-ce pas? Mais non. Mais si. Et après tout, c'est peut-être bien ainsi. Et si votre sœur pouvait vous rendre un nouveau service, ce serait un réel bonheur pour elle. Mais n'en profitez pas pour vous faire assassiner encore un coup. Mais qu'avez-vous? Je ne sais pas. Peut-être l'impression que nous vivons nos derniers beaux jours. La reine a mis au monde un fils et personne à Paris ne s'en est réjoui. Par contre, quand elle a racheté le château de Saint-Cloud au père de Monseigneur, quel déchaînement de cris, de haine, de sarcasme. Faut-il vraiment que le royaume se déchire et que chaque morceau se fasse la guerre? Vous servez le roi, le duc est contre lui. Et les humiliations qu'il subit chaque jour à Versailles ont fait un loup enragé. Un jour viendra où vous vous affronterez. Et vous verrez alors en moi une ennemie. Jamais. Quoi qu'il advienne. Vous resterez toujours ma plus chère amie. En êtes-vous certain? Sur mon honneur, je vous le jure. Dieu veuille que je n'ai jamais à vous rappeler ce serment. On me dit que vous partez, chevalier? Oui, monseigneur. En emportant avec moi tout le souvenir de vos bienfaits. Et en espérant vivre assez longtemps pour vous prouver toute ma gratitude. Oubliez cela. Vivez 100 ans si vous le voulez, mais seulement pour nous garder votre amitié. Vous laisserez derrière vous bien des cœurs mélancoliques. N'est-ce pas, ma chère? Certes, mon ami. Eh bien, allez, cher Tournemine. Et souvenez-vous que cette maison est la vôtre, quoi qu'il advienne. Je vous promets de m'en souvenir. Dites-moi, ma belle amie, vous à qui ce garçon a dit tellement de confidences, vous a-t-il raconté comment ça se passait avec sa princesse Peau-Rouge? Vous êtes incorrigible. Est-ce bien vous, monsieur le Tournemine? Mais oui, monseigneur. Mais c'est qu'on vous donnait pour mourant la dernière fois qu'on m'a parlé de vous. Nous autres Bretons avons la vie rude. Et le Gerfaut, tel le phénix, renaît toujours de ses cendres. Tournemine et Rohan sont de même ancienneté en Bretagne. Oui, monseigneur, mais la gloire des Rohan a toujours surpassé celle de Tournemine.
terrible Suisse qui a pris mon hôtel d'assaut voici quelque temps et qui se disait votre ami. Le baron Ulrich August von Winklerid zu Winklerid. Un ami exceptionnel, en effet. Le baron a-t-il informé votre éminence des circonstances dans lesquelles j'avais été endommagé? Je dois vous dire que je ne l'ai pas cru. La comtesse de Lamotte est incapable d'une action si monstrueuse. C'est une femme... La plus dangereuse de toutes, monseigneur. Sur la mémoire des Tournemine, loyaux serviteurs des Rohan, je supplie votre Altesse de se méfier de Madame de Lamotte. Cagliostro vient aussi de me mettre en garde contre elle, mais je ne puis vous écouter, ni lui, ni vous. Cette femme a fait pour moi des merveilles. Bientôt, grâce à elle, le destin m'élèvera à une place si haute qu'il me faudra des gens de qualité pour m'entourer. À bientôt donc, monsieur de Tournemine. Eh bien, chevalier, je vous attends. Vous m'attendiez? Vous m'avez donc vu entrer dans cet hôtel? Je n'ai pas eu besoin de vous voir. Depuis des mois, je connais chacune de vos actions. Je savais donc que vous viendriez aujourd'hui. Vous avez donc un espion attaché à ma personne? Vous me sous-estimez, chevalier. L'espionnage subalterne n'est pas du tout mon fait. Il y a 24 heures, vous avez quitté l'ermitage de Bagnolet en faisant de tendres adieux à la maîtresse du futur duc d'Orléans. Auparavant, votre ami le baron von Winklerid vous avez remis une lettre de monsieur de Ferronay, vous faisant seul propriétaire du château et du domaine de Haute-Lande en Bretagne. Faut-il poursuivre? Inutile. C'est... de la clairvoyance, tout simplement. Vous savez donc aussi ce qui m'amène chez vous? Vous êtes venu ici dans l'espoir de rencontrer un homme dont vous ne savez pas s'il est votre ami ou votre ennemi. Ne l'êtes-vous pas? En aucune façon. Vous savez cependant combien j'aime mademoiselle de Saint-Mélène et vous voulez prétendre et me faire croire que cet amour peut causer sa perte. Je ne veux pas vous le faire croire pour l'excellente raison que vous ne me croirez jamais. Vous êtes un homme comme on en voit peu, chevalier. Mais la route que vous suivez est trop périlleuse pour y entraîner une femme à votre suite. Que savez-vous de mon destin? Presque tout. Et cela vous autorise à éloigner Judith de moi? Oui, car elle n'a que faire de la gloire et de l'aventure. Vous ne tuerez jamais en elle le souvenir du supplice épouvantable qu'elle a subi. Elle aurait perdu la raison si je ne l'avais pas soignée. L'équilibre où je la maintiens est fragile. À votre contact, elle se briserait. Mais pourquoi, enfin? Est-ce que je suis un fou dangereux moi-même? Vous êtes l'ennemi d'un prince puissant. Le propre frère du roi, qui, s'il ne peut vous atteindre, cherchera à vous abattre à travers celle que vous aimez. J'y réfléchis. Rendez-moi Judith. Nous partirons pour un pays où les hommes sont libres, où monsieur le comte de Provence ne pourra nous atteindre, l'Amérique. Vous parlez sans cesse de votre amour pour elle. Êtes-vous bien sûr du sien? Il peut l'être. Jeune bâtard breton, rencontre d'une façon foudroyante Judith de Saint-Mélène et tombe amoureux d'elle. Il part pour l'Amérique se battre aux côtés des insurgents. Là, il retrouve son père, qui le reconnaît solennellement avant de mourir. Il est un tournemine de la Hunaudet, dernier descendant du Gerfaut. À son retour en France, Louis XVI le nomme lieutenant en second aux gardes du corps. Au cours d'une fête à Trianon, le Gerfaut, aidé de son ami indien Pongo, grand sorcier iroquois ramené d'Amérique, démasque un complot mené par le comte de Provence, frère du roi, et la comtesse de Lamotte, en vue de perdre Marie-Antoinette et le comte Axel de Fersen. Au cours de son enquête, il retrouve Judith, la femme qu'il aime. Elle vit en compagnie d'un homme étrange, sorcier.
Cagliostro, à qui Gilles sauve la vie. Mais celui-ci l'hypnotise et disparaît en emmenant Judith. À Versailles, Gilles est enlevé, drogué, aimé par la comtesse de Balby, maîtresse du comte de Provence. Un soir au palais, après la partie de loto habituelle, Louis XVI demande à Gilles de veiller sur Marie-Antoinette. Il suit la reine au bosquet de Vénus et est alors témoin d'une mystification montée contre le cardinal de Rohan par la comtesse de la Motte. Marie-Antoinette en est le spectateur consentant et amusé. Mais l'affaire est plus grave, et Gilles ramasse une fausse lettre signée de la reine, mais écrite par la comtesse de la Motte pour perdre Marie-Antoinette. Il se précipite à Trianon pour prévenir la reine, qui s'évanouit avant de lui apprendre qu'elle attend un héritier. Elle chasse définitivement Madame de la Motte. Mais celle-ci, pour se venger, tend à Gilles un traquenard. Il est grièvement blessé, recueilli par le duc de Chartres. Il délire. Sitapanocchi, la belle princesse indienne, hante sa mémoire. Gilles va mourir. Cagliostro apparaît et lui sauve la vie. Judith est à son chevet, mais à son réveil, Gilles apprend qu'elle a disparu de nouveau.